Mesdames et messieurs, chers amis de BioVision, bienvenue à notre événement virtuel de printemps de la Fondation BioVision, sortir du piège des pesticides, des solutions durables en pratique. Je m'appelle Frank Eichhorn, je suis le directeur général de BioVision depuis l'année précédente. Donc je suis à Soleure dans le Landhaus avec tous nos intervenants et intervenantes et notre équipe. Bien sûr que je préférerais vous avoir en face de moi, mais vous savez, les conditions actuelles ne le permettent pas. Tout d'abord, j'aimerais l'annoncer, nous ne participons pas aux campagnes de votation. Mais ce sujet est intrinsèquement lié à notre travail. Et donc nous aimerions apporter notre contribution afin que chacun d'entre nous puisse se former sa propre opinion. Car les pesticides sont sur toutes les lèvres et ce n'est pas qu'une expression idiomatique, c'est une réalité. 4 millions de tonnes par année sont utilisées dans le monde, 2000 tonnes en Suisse. Donc, ce sont des substances actives qui ont été créées pour tuer des espèces. Est-ce que c'est vraiment une idée de les utiliser à grande échelle sur nos denrées alimentaires? C'est vrai que cette question suscite l'émotion, et pas seulement ici en Suisse, mais également en Afrique. Au Kenya, notamment, il y a une initiative qui a été lancée par des citoyens et ils essayent vraiment de sensibiliser la population locale. Nous allons voir cette thématique de plus près. Hi there, my fellow Kenyans. I'd like to talk to you about this tomato, this skooma, this capsicum, this watermelon, this mango. This tomato has a variety of nutritional benefits from potassium to vitamin C and much more. But you probably knew that already. But there's something else inside this skooma that you probably didn't know exists. It has a poison that is slowly killing all of us. A poison that comes from the type of pesticides that we use. Now, the fact is, these pesticides make their way into our country, onto our farms, and eventually onto our plates. Yet, they have been banned in other countries because they are toxic. So why should it be safe to use them here and not good enough to be used in other countries? Talk about double standards. Here's another fact. It's been proven that some of these pesticides contain chemicals that cause chronic diseases such as cancer and other health problems. Like a respiratory failure, infertility, and brain damage in children. We think we can wash them off, but we can't. Let's not forget the devastation caused to our environment. My fellow Kenyans, we must get to the root of this problem together. Our food is literally eating us. Let's stand up, speak out for our health, our children's health, and the health of future generations. The Root to Food initiative is taking this to the women and men we should hold accountable for the safety of all Kenyans. A parliamentary petition to safeguard our future. Time is running out. So please take a minute to engage your MP on Twitter, Facebook, or however you can. And urge them to support the petition to stop the use of toxic pesticides in the country. Remember, change starts from the ground up. Change starts with you. 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 Le changement commence par vous, par chacun d'entre nous. Lors de ce colloque, nous nous étendrons de l'Afrique jusqu'à la Suisse. Donc, tout d'abord, nous allons nous pencher sur les différentes problématiques liées à l'utilisation de pesticides en Afrique de l'Est. Nous allons également regarder s'il y a des alternatives à l'arsenal chimique. Et en deuxième partie, nous allons nous pencher sur la Suisse, regarder ce qu'il se passe dans le domaine de la recherche, de la pratique et de la politique. Et c'est notre expert politique Daniel Langmayer qui nous mènera à travers cette partie. Pour un long voyage, il faut un casse-croûte. Et ici, nous avons des tomates. Et elles ont deux facettes, comme cette thématique. Donc tout d'abord, c'est une denrée alimentaire saine, qui a du goût, et de l'autre côté, si on regarde plus précisément, elles peuvent être dangereuses et nocives pour notre santé et pour l'environnement.
Donc pour ce premier thème en Afrique, je vais passer la parole à Stefanie Pondini, notre experte en politique et plaidoyer. Bienvenue Stéphanie. Tu connais la thématique par cœur et donc je vais te donner les tomates. Nous allons nous revoir à la fin de ce colloque et je me réjouis de découvrir ce qui nous attend. Stéphanie, à toi. Bonsoir, cher public. Bienvenue de ma part également à cet événement de printemps. En Europe, nous discutons depuis longtemps combien de pesticides de synthèse sont utiles pour notre agriculture, alors qu'en Afrique, ce sujet est nouveau. Dans de nombreux pays en Afrique, l'utilisation de pesticides ainsi que l'importation augmente. Quelles sont les répercussions sur la santé des Africains? Quelles sont les répercussions sur l'environnement en Afrique? Je suis ravie d'accueillir Philippe Staudacher. Il va nous parler davantage de cette thématique. Il vient de terminer son doctorat à l'EPFZ. Il a étudié les sciences naturelles de l'environnement en se concentrant sur la santé, la toxicologie et les maladies infectieuses. Dans le cadre de sa dissertation, il s'est penché sur les effets négatifs des pesticides, donc sur la santé et des agriculteurs en Ouganda et au Costa Rica. Donc je me réjouis d'entendre ce qu'il a à nous raconter sur les résultats de sa recherche ainsi que les solutions possibles. À vous la parole. Bienvenue également de ma part. Merci beaucoup pour cette présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation des pesticides dans les pays en développement. Et je vais vous parler d'un exemple bien précis, l'Ouganda. Mais avant tout, j'aimerais vous donner un point de vue plus large. J'ai amené une bouteille en PET, 2000 litres. Et en fait, si on regarde l'ensemble de pesticides qui sont utilisés dans le monde et qu'on le divise par tous les habitants et les habitantes, pour chaque personne, il reste un demi-litre, donc 0,5 kg de pesticides par personne. Bien sûr, ce demi-kilo n'est pas reparti de manière égale. Donc vous pouvez le voir ici sur cette diapositive. Des pays en utilisent plus que d'autres par hectare et par année. Donc plus la couleur est rouge, plus ce pays utilise de pesticides. Et donc les jaunes en utilisent moins. Donc si nous nous penchons sur l'Afrique plus concrètement, nous voyons que beaucoup de pays, plus particulièrement au centre, se situent à 0,1 kg par année par habitant, par hectare. Mais ce n'est pas vraiment la réalité. Parce que celles et ceux qui ont recours aux pesticides en utilisent davantage. Et nous l'avons vu dans notre recherche. Donc on se situe déjà à 2-3 kilos par hectare et par année. Et la raison est simple, ce n'est pas parce que tout le monde utilise des pesticides, mais c'est également parce que les données sont incomplètes. Vous pouvez voir, certains pays sont en gris. Donc nous n'avons pas de données, les autorités de l'UNO qui font ces statistiques n'ont pas d'informations à cet égard. Et maintenant, pourquoi nous penchons-nous particulièrement sur l'Ouganda? Parce qu'ils n'utilisent pas les pesticides de la même manière qu'en Suisse. C'est vrai qu'en Suisse, nous avons de nombreuses recherches à cet égard, ou même en Europe. D'habitude, en Suisse, on épand les pesticides à l'aide d'un tracteur. Donc l'agriculteur, l'agricultrice est assis dans sa cabine, il a une protection, il n'est pas vraiment au contact direct, seulement lorsqu'il le met dans ses réservoirs. En Ouganda, ils s'épandent avec des pulvérisateurs à dos. Donc c'est vrai que les agriculteurs n'ont pas de protection. Et ici, j'ai mis une citation de quelqu'un qui m'a dit que je vois toujours
toujours des personnes avec des pulvérisateurs à dos. Donc c'est vrai que c'est une pratique très répandue. Et j'ai également une autre citation qui vient de ma recherche. Donc oui, ces pesticides sont toxiques parce que s'ils éliminent les nuisibles, qu'en est-il pour moi? Je serai également touchée. Et c'est une agricultrice qui l'a dit. Nous avons en effet interviewé de nombreuses personnes dans le cadre de notre projet de recherche, le projet PestRop. Voyez ci-dessous dans la slide les différents instituts et parties prenantes à la recherche. Donc nous avons certaines institutions de l'Ouganda, mais également de la Suisse. Donc nous avons analysé différents aspects. Donc quels sont les pesticides qui ont été utilisés, quelles sont les directives en vigueur, quels sont les effets et la pollution sur l'environnement, ainsi que les effets sur la santé. Donc vous pouvez voir comment nous avons récolté ces données, comment nous l'avons calculé. Donc en 2017, nous avons convoqué 300 agricultrices et agriculteurs pour une analyse de sang ou une analyse d'urine. Nous les avons interviewés pour savoir de quelle manière ils utilisent les pesticides et pour savoir quelle sorte d'agriculture ils font, c'est traditionnel, conventionnel ou biologique. Ensuite, nous leur avons posé la question s'ils avaient une formation concernant l'utilisation des pesticides. Et vous pouvez voir à gauche les agriculteurs biologiques, 40% d'entre eux ont suivi une formation sur l'utilisation des pesticides de synthèse. Et pour les agriculteurs conventionnels, 60%. Et ils nous ont dit, voilà, sur cette plante j'utilise des pesticides, celle-ci je n'utilise pas de pesticides, donc nous avons classé dans la catégorie au milieu, mélangé. Et nous avons découvert que de nombreuses personnes, après avoir suivi cette formation, ont changé de manière de pratiquer l'agriculture. Ils sont passés à l'agriculture biologique. Donc parlons également des vêtements de protection. Vous avez déjà vu l'image juste dans les diapositives précédentes. La plupart du temps, ces personnes n'ont pas de vêtements de protection. Parfois, c'est juste des pantalons longs ou des bottes en caoutchouc, des chemises longues, mais il existe de nombreux vêtements possibles et la plupart n'ont pas d'accès à ces vêtements. Donc c'est tous les éléments en gris sur ce graphique. Et si on regarde à la manière des pesticides qui arrivent chez nous, donc sur notre personne, donc il y a différentes expositions possibles. Donc là, l'exposition directe, l'agriculture, bien sûr, ou dans le ménage, ou les animaux d'élevage. Et il y a l'exposition indirecte, donc l'alimentation, l'eau, ou si on est en train de dépendre des pesticides sur un champ qui s'évapore, etc. Et c'est pour cette raison que nous pouvons expliquer ce graphique. Donc, ce sont des données de 96 agriculteurs, 12 parmi eux font l'agriculture biologique. Donc, en orange, ce sont ceux qui pratiquent l'agriculture biologique et en bleu, l'agriculture conventionnelle. Si vous voyez le graphique, le chlorpyrifos au milieu, donc ceux qui pratiquent l'agriculture biologique en orange avaient les plus hautes valeurs. Donc, ce n'est pas le résultat de leur agriculture, mais des moustiques. Des protections contre les moustiques. C'est là où ils ont attrapé ces pesticides. Et ici, j'aimerais vous parler des analyses de sang. Donc, nous avons classifié les différentes valeurs. La plupart de ces personnes étaient en bonne santé. Heureusement, on n'avait pas de valeurs inquiétantes dans leur sang. Et 20% d'entre elles, c'était plutôt indécis. Nous ne savions pas trop si c'était un bon résultat. Et 1%, pour 1% des personnes, nous avons remarqué qu'il y a vraiment une intoxication aiguë et donc nous avons accompagné ces personnes. La recherche sur les pesticides. C'est vrai que ces recherches s'effectuent plutôt en Europe ou en Amérique du Nord et c'est rare qu'on se penche sur la question en Afrique. Et ici, vous pouvez voir quels sont les différents projets en cours. Donc, nous faisons des recherches sur les fleurs, par exemple, la production de fleurs qui sont ensuite exportées parce que bien sûr, elles sont aussi sujettes aux pesticides. Donc, c'est l'exemple de l'Éthiopie.
Nous avons également d'autres exemples pour les textiles, les fruits, etc. Mais j'aimerais vous donner un petit aperçu au sein de notre recherche en Ouganda, donc des images du terrain. Donc nous avons fait ce film en 2017 et je vais vous passer un extrait. Mes voisins m'ont appris comment utiliser les pesticides. For the pilot study, we found out that Nous avons mené une étude pilote et nous avons découvert entre 10 et 50 sortes de pesticides dans les différentes sources d'eau. Dans les rivières, nous avons trouvé environ 10 sortes de pesticides. Ils utilisent des pesticides pour la plupart des légumes, donc avant de les cuisiner, nous devons les laver. Nous utilisons de l'eau chaude pour laver nos légumes et nos fruits. Nous les lavons environ 3 fois avant de les manger. En Ouganda, le cancer est la maladie la plus répandue et le nombre de cas est en forte augmentation. Donc il y a vraiment beaucoup de cas de cancer dans tout le pays. On le voit dans les hôpitaux, dans les différents instituts, et tout le monde se demande quelle pourrait être la cause de la maladie. Bien sûr, il existe de nombreuses études qui ont différentes explications, mais certaines substances chimiques semblent présenter un risque élevé et peuvent être la cause du cancer si on y est exposé. Donc le public, le gouvernement en a pris conscience et essaie de changer les choses. Donc j'espère que ces explications vous donnent un peu une image, une idée de la problématique. Lorsqu'on parle de problèmes environnementaux, de pesticides, on se rend compte que la route est longue avant qu'il y ait des changements. Parce que tout d'abord, il faut qu'il y ait cette connaissance. Ensuite, nous devons développer une certaine prise de conscience et les personnes doivent avoir ensuite un avis, changer de mentalité et ensuite, on peut passer à l'action. Et c'est vrai que ce chemin est long. Nous en sommes conscients quand nous entamons les travaux de collaboration en Ouganda et nous avons eu ce problème avec les autorités, par exemple. Nous avons organisé 2 jours d'ateliers avec toutes les parties prenantes, donc les autorités nationales, des représentants du domaine de la santé. Nous avons compris comment les lois fonctionnent ou comment elles ne fonctionnent pas, et donc nous avons invité 35 participantes et participants afin de discuter des différents problèmes. Donc c'est vraiment important que nous ayons vraiment des autorités nationales, régionales, des représentants des agriculteurs, qu'il y ait également la société civile, l'économie agricole et nous-mêmes la science, bien sûr des scientifiques également de l'Ouganda. Donc nous avons réuni toutes ces personnes et mis en place un processus interdisciplinaire. Ceci a permis de classifier les problèmes identifiés par ordre de priorité. Donc certains disent c'est ça le problème, d'autres ont dit c'est ça. Et donc nous avons vraiment essayé de tout réunir. Nous avons en quelque sorte organisé un vote. Et vous pouvez voir les 2 premiers points. En ce qui concerne les pesticides, il s'agit de la problématique des prestations des vendeurs de pesticides et des lacunes dans les directives et les ordonnances. Donc nous, en tant qu'équipe de recherche, nous avons décidé vraiment de nous atteler à ces 2 problèmes. Et nous sommes concentrés sur les vendeurs de pesticides et nous avons vraiment analysé en détail. Donc en 2019, nous avons organisé des entretiens avec 402 vendeurs. Nous avons également observé la manière dont ils ont de vendre le produit. Nous avons également organisé des achats tests, donc pas nous, mais nous avons vraiment envoyé des agriculteurs locaux. Et ensuite, nous avons également organisé des entretiens de conseil, de les aider, de les rendre attentifs à tous les dangers, parce que c'est ceux qui fonctionnent au mieux.
Donc au cours de cette conversation, nous avons remarqué qu'il y a différents problèmes. Donc tout d'abord, il n'y a pas de cours de formation et de perfectionnement régionaux qui soient à un prix avantageux, qui soient abordables pour la population. Donc la plupart des vendeurs vendent également de l'engrais ou d'autres produits. Ils ne savent pas vraiment tous les moyens qui sont à disposition. Ensuite, il est nécessaire qu'on développe des ventes standardisées, comme c'est le cas dans les pharmacies chez nous. Quand on donne un médicament, on dit voilà, c'est ça le danger. Donc il faudrait que ceci se passe également dans la vente des pesticides. Et bien sûr, il faut mettre à disposition les informations essentielles et les équipements de protection nécessaires. Donc vous pouvez voir cette grande image, c'est ce que nous avons vraiment donné aux vendeurs. Donc, il faut expliquer les différents symboles et qu'ils doivent transmettre ces informations aux clients afin qu'ils soient conscients des dangers liés aux pesticides. Donc j'étais vraiment ravie de pouvoir vous donner un aperçu sur mon travail et je vous passe les salutations de notre équipe de recherche en Ouganda. Donc si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à vous adresser à moi, vous pouvez m'écrire à l'email que vous voyez affiché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Staudacher, pour cette présentation très intéressante. Maintenant, nous avons le plaisir d'entendre quelles sont les solutions de biovision en Afrique. Nos collaborateurs et collaboratrices font des recherches sur des projets qui ensuite sont mis en œuvre en Afrique. Maintenant, nous allons entendre une présentation sur la lutte intégrée contre les mouches des fruits. Avant, nous allons voir une vidéo et ensuite je donne la bienvenue à Loredana Sorg. Elle a étudié ingénierie agronome à l'EPF7 et chez nous elle est co-responsable des projets de développement à biovision et elle travaille étroitement avec nos partenaires en Afrique. Le docteur Fatia Kamis explique aux familles agricoles comment elles peuvent maîtriser les mouches des fruits avec des méthodes écologiques. Elle a identifié la mouche des fruits comme étant responsable de 80% des pertes de récolte. En 2019, elle a reçu le Abdul Karim Award pour son travail. Le piège jaune attire les insectes. On peut le fabriquer en utilisant une simple bouteille en PET. Dans le piège se retrouvent des appâts trempés dans la substance organique méthylégénol. Cette forme de contrôle de ravageurs est écologique et peu coûteuse pour les familles agricoles. Bonsoir. Je suis ravie de entrer maintenant dans le vif du sujet et que nous allons maintenant au Kenya et que nous allons parler de nos projets en Afrique de l'Est. Concrètement, il s'agit de jardins de manguiers et malheureusement aussi de mouches des fruits en Afrique de l'Est. Ici, vous voyez les sœurs Ngare qui ont une bonne récolte de mangue. Mais pour avoir une bonne récolte de mangue, il faut avoir plusieurs conditions réunies. Et j'aimerais maintenant vous présenter ce projet qui s'appelle « Lutte intégrée contre les mouches de fruits dans les jardins de manguiers ». Bon. Les mangues sont une source de revenus très importante. C'est le fruit le plus important en Afrique de l'Est pour leur économie. Non seulement pour le marché local, mais aussi pour l'exportation. Et contrairement aux plantations de cacao ou de café, ici, ce sont de petites familles de paysans qui ont une culture de mangue. Alors, pourquoi faut-il agir alors que c'est un produit avec un grand succès? Le problème était que l'exportation n'était plus possible à cause de ces mouches des fruits. Ces ravageurs minuscules pondent leurs œufs en dessous de la peau de la mangue, donc on ne voit rien de l'extérieur, mais dedans,
Donc, se développent les larves. Et c'était un problème parce qu'on découvrait, quand la mangue arrivait en Europe, que c'était un fruit infecté. Donc, il y a eu un stop d'exportation et les personnes sur place ont cherché des solutions classiques. Ce signifie qu'ils ont utilisé des pesticides de synthèse, ceux et celles qui pouvaient se le permettre, et ainsi, ils ont aussi supprimé tous les insectes utiles. En outre, les insectes ont développé des résistances contre les pesticides de synthèse. Donc, les mouches de fruits ont développé des résistances en pu survivre à ces pesticides. Cela a mené aussi au dépassement du seuil maximal des résidus et avait bien sûr aussi des répercussions sur la santé des producteurs, productrices et consommateurs et consommatrices. Philippe Staudacher nous a déjà raconté l'impact, ou parlé de cet impact de pesticides et aussi ce que signifie ne pas avoir accès à des solutions alternatives. Voilà pourquoi j'aimerais vous présenter maintenant notre approche. Et quand je dis notre approche, il est important de clarifier que quand je dis nous, je ne veux pas uniquement inclure BioVision, mais aussi notre institut partenaire, l'Institut international de recherche sur les insectes, ICP. Fatih Aramis, que nous avons vu dans la vidéo avant, qui a expliqué comment fonctionnent les pièges, elle est une partenaire très importante pour nous. Dans cette image, vous voyez aussi les 3 pays, Kenya, Éthiopie et Tanzanie, où nous menons donc ce projet. Et maintenant, depuis peu de temps, nous sommes aussi au Zanzibar. C'est une approche holistique, c'est-à-dire nous collaborons avec la nature. Nous ne travaillons pas contre la nature. Les mécanismes et tous les processus dans la nature sont intégrés dans notre projet. Nous collaborons aussi avec le ministère de l'Environnement du Kenya. Parce que l'idée est que le gouvernement reprenne le projet et que continue, développe ce projet. Et c'est aussi important de mentionner le secteur privé qui collabore également avec nous. Nous avons plusieurs entreprises qui collaborent. Une entreprise est Real IPM, une jeune pousse, une start-up, qui met à disposition des produits pour ces pièges contre les mouches de fruits. Donc, les producteurs et productrices ne doivent pas aller acheter les pesticides dans les petits magasins. Mais bien sûr, il y a d'autres protagonistes très importants pour nous. Ce sont les paysans et les paysannes sur les champs. Ici, nous sommes dans un jardin d'un de ces paysans et nous organisons des Farmer Field Days, donc des journées de terrain où les producteurs et productrices peuvent discuter de leur expérience et elles peuvent aussi apprendre. Et nous ne parlons pas uniquement des méthodes biologiques, mais nous faisons aussi des formations en marketing, par exemple, et nous parlons aussi, bien sûr, des répercussions sur la santé et des répercussions sur l'environnement. Donc là encore, une approche très holistique. Ensuite, les autres protagonistes qui sont très importants sont les organismes utiles. Ici, nous avons les guêpes parasitoïdes qui aident aussi à endiguer les mouches des fruits. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails. Dans la vidéo, vous avez pu voir comment sont appliquées plusieurs parties ou différentes parties de notre projet. Et vous voyez là encore une fois, c'est une approche holistique. Et la raison est simple, nous devons considérer tous les stages d'une vie d'une mouche de fruits, de la pendaison des œufs jusqu'à la mort d'une mouche. Plus résistants sont les jardins, plus résistants sont les arbres, les manguiers. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est la surveillance, le monitoring. Il faut savoir s'il y a des nuisibles
Et quels sont les nuisibles? Bien sûr, la mouche des fruits n'est pas le seul nuisible. Nous avons des pièges pour les mouches des fruits. Et ensuite, nous avons justement les insectes utiles qui pondent leurs œufs dans les œufs des mouches de fruits. Nous encourageons aussi, ça fait partie de notre approche, nous encourageons aussi l'utilisation de pesticides biologiques. Ce produit s'appelle pesticide parce que c'est un produit contre ces nuisibles, mais c'est un produit biologique. Et nous ne supprimons pas les insectes utiles avec ce pesticide. Et on applique le pesticide de manière très ciblée, sur un seul mètre carré, par exemple, et pas dans le jardin entier. Donc nous avons plusieurs méthodes qui peuvent être appliquées. Ensuite, il y a d'autres partenaires qui s'occupent du stockage des mangues, parce que les mangues doivent être protégées jusqu'à la consommation. Alors, quel est l'effet de notre projet? En 2017, nous avons mené un sondage avec ICP et ce sondage a montré que le rendement a augmenté de 23% si on utilise vraiment cette approche holistique. La vente des mangues a augmenté de 30% et le prix de vente a aussi augmenté de 65%, car la qualité est nettement meilleure. Il est important de souligner que, bien sûr, ces chiffres sont formidables, mais ce projet ne fonctionne que si on intègre vraiment tous les facteurs. Cela ne sert à rien d'avoir juste les pièges pour les mouches de fruits, par exemple, ou juste le biopesticide. On doit vraiment utiliser toutes les méthodes. Bien sûr, ce projet augmente aussi améliore la santé des paysans et des paysannes. Et le projet continue, d'ailleurs, nous n'avons pas encore terminé, nous continuons aussi à soutenir les producteurs et les productrices. Les personnes doivent avoir accès à cette information, les gouvernements commencent à collaborer avec nous, mais nous devons encore nous engager davantage. Ensuite, la collaboration avec le secteur privé doit encore être améliorée. C'est toujours la question de l'accès à l'information pour les producteurs et les productrices. Depuis peu, nous avons un système d'alerte par SMS qui informe les producteurs et productrices quand ils ou elles doivent agir. Et un défi pour nous est que chacun et chacune doit participer. Si nous avons un seul paysan qui participe à ce projet et les voisins et les voisines utilisent quand même des pesticides de synthèse, notre projet ne sert à rien. Étant donné que cette approche est vraiment un succès, nous avons commencé par les mouches de la mangue et en collaboration avec l'ICP et grâce à votre soutien, bien sûr, nous avons pu maintenant commencer un nouveau projet. Nous, depuis 2019, appliquons cette approche aussi dans la cultivation de tomates et en Éthiopie, depuis cette année aussi, pour les mangues. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre soutien, surtout parce qu'un projet de telle envergure doit être planifié à longue date. Depuis presque 10 ans maintenant, nous collaborons avec Fathia Khamis, avec les autres partenaires, et nous essayons de toujours améliorer le projet. Voilà, je termine cette présentation encore une fois avec Fathia, ma partenaire de projet. C'est une image de Zanzibar en janvier, c'est donc notre nouvel endroit où nous sommes aussi implantés et nous sommes les premiers à vraiment pouvoir introduire des mesures contre les mouches de la mangue. Merci beaucoup.
Merci Loredana pour cette présentation. Pendant cette première partie de ce colloque, nous avons parlé des dangers des pesticides dans synthèse. Mais nous avons aussi entendu parler de solutions, des possibilités lorsqu'on lutte contre les ravageurs avec d'autres moyens. Maintenant, je passe la parole à Daniel Langmayer. Il est notre conseiller de politique en Suisse et il s'engage pour des projets ensuite qui soutiennent une alimentation durable. Maintenant, Daniel, je te passe les tomates en Suisse. Merci beaucoup Stéphanie Pondini pour ton travail pendant cette première partie du colloque. Je suis ravie de pouvoir vous accompagner maintenant en Suisse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi vous donner la bienvenue à la maison et vous donner un petit aperçu de la Suisse. C'est la suite. Bien sûr, le sujet des pesticides est en Suisse très actuel. Et ce soir, nous essayons de vous donner plusieurs perspectives. Nous parlons de la consommation, de la recherche et nous parlons aussi du quotidien. Nous parlerons aussi avec une agricultrice, par exemple. Et c'est un plaisir maintenant de donner la bienvenue à Anna Schöpfer, notre responsable de projet de sensibilisation en Suisse. Anna, je te passe la parole. Merci. Merci Daniel Langmayer. Moi aussi, je vous donne la bienvenue à ce colloque. Comme je vous l'ai déjà dit, je travaille donc dans le projet de sensibilisation. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Salut. Salut Anna. Écoute, j'ai besoin de toi. Ce soir, je veux préparer ma fameuse sauce tomate et j'aimerais qu'elle soit écolo. Mais je ne sais pas ce que je dois acheter. Est-ce que je prends la sauce tomate de Barilla avec des tomates provenant de l'Italie? Ou plutôt la sauce tomate en considérant que je ne connais pas la provenance de ces tomates? Ou est-ce que je la prépare moi-même? Mais alors, quelles tomates acheter? Les tomates suisses issues de l'agriculture conventionnelle? Ou les tomates bio provenant de l'Espagne? Comme tu peux le voir, je suis un peu perdue. Est-ce que tu peux m'aider? Merci Rahel. Ce sont des questions qui nous sont posées souvent. Et pour pouvoir vous donner une réponse, nous avons développé un système d'évaluation. Vous voyez ici 4 critères écologiques et 2 critères sociaux. Je vais commencer par le climat. Sous le critère du climat, nous considérons le transport, la production et l'émission de CO2 ou d'autres gaz nuisibles. Dans le critère de la pollution, nous regardons si il y a un impact pour le sol ou les eaux. Ensuite, l'utilisation de ressources. Là, nous considérons les quantités d'eau ou de sol ou de pétrole qui sont utilisées pour leur production. Ensuite, le dernier critère de l'écologie, c'est la biodiversité. Et là, bien sûr, nous évaluons si la biodiversité est impactée par la production d'un produit. Par exemple, est-ce que la production d'un certain produit a aussi des effets sur le défrichement de la forêt tropicale? Ensuite, les critères sociaux, l'impact social et le bien-être animal et les conditions de vie satisfaisantes. Donc, nous considérons aussi si la population locale est touchée, par exemple, par la pollution des eaux potables. Nous avons donc une échelle de 1 à 6 pour ces critères et 6 est la meilleure note. Alors, revenons aux tomates. J'entends souvent la question suivante. Anna, quelle tomate peux-je acheter maintenant? La tomate suisse, qui n'est pas emballée,
Ou de l'autre côté, la tomate bio de l'Espagne emballée en plastique. Voilà, je vous pose la même question, cher public. Qu'en pensez-vous? Quelle tomate est meilleure? En bas du stream, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez donner votre réponse. A, la tomate suisse, qui est plus écolo, ou la tomate espagnole. Peut-être vous ne devez même pas y réfléchir et vous avez tout de suite une réponse. Qu'en pensez-vous? Quelle tomate a le meilleur résultat? Vous n'avez pas beaucoup de temps? Encore quelques secondes pour que tout le monde ait assez de temps. Tomate bio ou tomate conventionnelle? La régie me dit qu'il y a encore des personnes qui sont en train de répondre, donc j'attends encore un moment. Voilà, la solution, la réponse est la tomate bio d'Espagne. Et je vous donne une explication. Maintenant, en mai, les serres en Suisse sont chauffées, ce qui, bien sûr, cause beaucoup d'énergie, ou a besoin de beaucoup d'énergie. Et comparé à l'énergie qui est nécessaire pour transporter les tomates espagnoles en Suisse, alors les tomates suisses émettent plus de CO2 dans leur production. Nous avons ce label de bio, c'est un label très très strict qui aussi évalue la biodiversité. Par exemple, l'utilisation de pesticides de synthèse est interdite avec ce label. Et donc, l'eau de surface n'est pas impactée, ou moins impactée. Seule l'utilisation de ressources est le point faible de la tomate d'Espagne. Et l'explication est que la tomate a besoin de plus d'eau. Pour une tomate, pour 1 kilo de tomates, on a à peu près besoin de 214 litres d'eau. En Espagne du Sud, il y a un climat très aride, donc on doit vraiment utiliser les nappes phréatiques pour l'eau, pour la production des tomates. Et ce problème, nous ne l'avons pas en Suisse. Mais en considérant toute la production de la tomate d'Espagne est meilleure maintenant. Mais j'ai une deuxième question pour vous. Ici, vous voyez 3 sortes de sauces de tomates. Les tomates proviennent d'une agriculture conventionnelle de l'Italie. Mais vous avez un emballage différent. Alors, quel emballage est plus durable? Le carton, le verre ou le boîte en alu? Ou est-ce que l'emballage n'est pas aussi important? Je vous donne de nouveau quelques secondes pour répondre à cette question, ou peut-être pour vous réinscrire. Donc les tomates proviennent toutes de l'Italie. Il s'agit juste de l'emballage qui change. Les opinions peuvent varier quand on parle de l'emballage. Vous avez encore quelques secondes pour voter. Je vois que les réponses sont en train d'entrer. Très bien, alors je vous donne la réponse. L'emballage n'a pas un grand impact. L'emballage n'a pas un grand impact sur cette évaluation. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est la manière de produire. Et les tomates de ces 3 sortes de sauces de tomates sont issues de l'agriculture conventionnelle. Donc, cette manière de produire a un grand impact sur le climat, la pollution, l'utilisation de ressources et la biodiversité. Quand on parle de l'utilisation de ressources, la note pour les tomates italiennes
est mauvaise parce que aussi, encore une fois, le climat est assez aride en Italie. Et le verre, si vous voulez entrer dans le détail, est le pire. Parce que le verre, il est plus lourd et dans le recyclage, on a besoin de températures très hautes pour fondre le verre. Voilà, pour terminer, j'aimerais vous donner quelques conseils pour faire un achat de tomates durables. Tout d'abord, c'est la saisonnalité qui est importante. Achetez des tomates suisses lorsqu'elles sont de saison, de juillet à septembre. Là, les serres ne sont pas chauffées parce qu'il fait assez chaud en Suisse. Privilégiez aussi le label bio. Là, vous avez vraiment la garantie que les serres ne sont pas chauffées. Une autre garantie que vous avez avec le label bio est que les produits phytosanitaires sont biologiques et ne pas de synthèse ou chimiques, et la diversité des variétés est aussi garantie. J'ai aussi une liste ici, vous voyez quelques labels bio que vous pouvez considérer lorsque vous faites vos achats. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter d'autres variétés de tomates, des tomates par exemple de Prospecie rara. Et n'oubliez pas d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Ici en Suisse, un tiers des denrées alimentaires que nous achetons sont jetés après. Donc, n'achetez que ce que vous allez consommer après. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Si ces évaluations de durabilité vous intéressent, vous pouvez aller sur notre site ici, cleverconsumerdurable.ch. Là, nous avons beaucoup de conseils. Et j'aimerais souligner une chose. Vous, en tant que consommateur et consommatrice, vous pouvez changer les choses. Votre liste d'achat est comme un bulletin de vote. Vous pouvez décider sur notre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications. C'était très intéressant et merci pour tes conseils. Donc, vous l'avez entendu, même si vous êtes à la maison, le consommateur joue un rôle clé dans tout le processus de la fabrication des denrées alimentaires pour notre agriculture, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La recherche également joue son rôle. Et c'est vrai qu'on se pose souvent des questions. Quelle est la situation actuelle en Suisse? Où utilise-t-on des pesticides? En quelle quantité? Quelles sont les alternatives? Comment peut-on pratiquer l'agriculture biologique en Suisse? Et nous allons avoir un aperçu ici grâce à Lucius Tam. C'est le directeur de l'Institut de recherche en agriculture biologique. Donc voilà, nous avons hâte de t'écouter. Merci. Donc, merci pour cette sympathique présentation. Donc, je suis un des 3 directeurs, juste pour le spécifier, mais je te remercie chaleureusement pour cette présentation. Donc, je vais vous donner quelques informations sur les produits phytosanitaires en Suisse. Et je vais également vous parler de l'agriculture biologique, la protection phytosanitaire biologique, parler quelles sont les prochaines étapes pour l'avenir, quels sont les défis qui nous attendent et quels sont les objectifs de développement pour l'agriculture biologique. Voilà, tout d'abord, quelques données en ce qui concerne les volumes de vente de substances actives de produits phytosanitaires en Suisse. Donc, c'est un graphique qui a été publié par l'OFAG. Donc, vous pouvez voir que les substances actives présentant un potentiel de risque particulier, on voit que c'est légèrement à la baisse. Donc, les volumes de vente baissent. Il y a une légère augmentation des substances actives utilisables en agriculture biologique et, de nouveau, un déclin pour les autres substances actives qui ne sont pas problématiques. Mais justement, avec un potentiel de risque particulier, c'est une situation complexe. On voit que le déclin n'est pas aussi rapide que l'on souhaite. On voit que c'est vraiment compliqué. Donc j'aimerais parler brièvement des différents types de produits phytosanitaires. Donc c'est un tableau plutôt compliqué, mais c'est facile à lire.
Donc vous voyez, il y a 380 environ noms de substances qui sont autorisées. Donc 107 sont autorisées en agriculture biologique. Et donc on voit qu'il s'agit de 66 organismes vivants, donc biocontrôle des espèces utiles. On voit qu'il y a également des phéromones, donc vraiment des appâts odorants, donc qui attirent les organismes utiles, donc ce n'est pas problématique, sont autorisés. Et ensuite, il reste environ 300 substances exemptes d'organismes vivants. 26 d'entre elles sont autorisées en agriculture biologique. Et les autres, ce sont justement des pesticides chimiques de synthèse, ce qu'on dit dans le langage courant. Donc nous avons créé un scénario. Qu'est-ce qui se passerait si nous passions à une agriculture biologique à 100%? Donc on peut voir ici les différentes sortes d'agriculture. Donc en vert, les surfaces herbagères, donc les prairies permanentes et pâturages. Et donc là, on arrive presque... Donc si on réduirait à 0, c'est vraiment la partie en gris. Ce sont les grandes cultures. Là, on arriverait vraiment à réduire énormément, presque 100%, donc 98,5%. Et ensuite, il y a la petite partie orange du gâteau. Donc, ce sont vraiment les cultures spéciales, donc les arboricultures fruitières, les viticultures. Et là, on voit qu'on arrive... On ne réduit pas énormément la quantité, mais on va changer de produit. Donc, on va se mouvoir dans la direction de biocontrôle et plus uniquement des pesticides chimiques de synthèse. Donc, comment y parvenir? Comment appliquer ce processus dans la pratique? Et j'aimerais vous le montrer grâce à la stratégie phytosanitaire biologique. Donc, c'est une forme de pyramide en quelque sorte. Donc, la protection phytosanitaire se base sur la protection de la nature et de la durabilité. Donc, voilà, l'extensification, la revalorisation écologique, mise en réseau des éléments paysagers. Et ensuite, il faut utiliser également des produits biologiques. Et on monte dans les différentes catégories. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, il est vraiment important de valoriser le paysage pour favoriser la biodiversité. C'est essentiel pour avoir vraiment un système stable, pour avoir vraiment une nature saine et stable. Un exemple, donc si on utilise des variétés résistantes, vous connaissez peut-être cet exemple des pommes de terre qui a créé la famine en Irlande dans les années 1800 et quelques. On pouvait le voir à gauche, c'est vraiment, il n'y aura aucun rendement sur ces cultures, et à droite on voit les variétés qui sont résistantes. Donc on peut vraiment illustrer l'importance de la résistance des sortes contre les maladies. À l'heure actuelle, nous voyons de plus en plus cette méthode dans les cultures spéciales. Donc, c'est l'utilisation de couverts. Donc, vous voyez ici les cerises, elles sont protégées de la pluie grâce à ces couvertures, et donc elles sont moins sujettes aux maladies. Donc, c'est vraiment une étape importante, et ceci pourrait nous permettre justement de renoncer aux pesticides, aux fongicides, afin d'obtenir quand même des fruits de qualité et en bonne santé. Les sols également sont essentiels dans l'agriculture biologique. On les sous-estime souvent, malheureusement. Ils ont des bonnes propriétés, ils peuvent justement résister aux maladies. Je peux vous le montrer à l'aide de cette photo grâce à l'exemple de l'épinard. Donc vous voyez vraiment une culture qui est bien établie d'un côté, et de l'autre côté une culture lacuneuse, parce qu'elle a justement différentes maladies. Et si on analyse plus profondément dans les détails, on voit qu'il faut vraiment renforcer ces qualités du sol qui permettent de combattre les maladies, donc avoir du compost de qualité par exemple. Et c'est de cette manière qu'on peut renforcer le sol, de lui donner les outils afin qu'il combatte contre les maladies. Donc c'est vraiment essentiel, parce que la dégradation des sols dans le monde est flagrante, est en augmentation, donc le sol perd ses qualités. J'aimerais également vous présenter un autre exemple de biodiversité fonctionnelle, c'est lorsqu'on encourage les organismes utiles. Et je vais le faire à l'exemple du chou. Donc on peut vraiment apporter donc, ces petites guêpes
dans les champs. Et si on va plus loin, on peut également planter des plantes d'accompagnement dans les champs. Ici, il s'agit de la fleur, la centaura. Elles ont été choisies parce qu'elles protègent ces petites guêpes. Elles ont également l'eau sucrée qui leur sert d'alimentation et elles peuvent justement accroître leur population et on peut renoncer, en tout cas en grande partie, aux insecticides. Donc, on peut vraiment l'étendre, ce système. Donc, j'ai l'exemple des vergers ici. Donc vous voyez, il y a de nombreux organismes utiles et nuisibles dans ce système et on utilise vraiment de favoriser les organismes utiles. Et si on regarde vers l'avenir, en Europe, on travaille avec les cultures associées. Donc ces cultures de sylvo-arabes, c'est intéressant. Dans les tropiques, ils sont bien plus avancés que nous, donc nous avons vraiment un grand potentiel. Nous voyons également un grand potentiel au sein des cultures de variétés adaptées, donc vraiment des variétés qui sont adaptées aux cultures associées. On voit qu'elles sont plus résistantes, on peut renforcer les systèmes, sont moins sujettes au stress. Nous sommes également en train de travailler sur ce point, donc c'est vraiment un nouveau élément. Nous ne sommes pas seulement en train de cultiver certaines plantes, mais de cultiver également les micro-organismes qui les aident à se renforcer, à être plus résistantes afin qu'elles aient tous les besoins couverts, donc niveau de protection, d'alimentation. Et ici, vous pouvez voir les micro-organismes. Ils sont omniprésents sur les plantes et ils sont extrêmement utiles. Et nous reconnaissons maintenant quelles sont leurs fonctions. Donc c'est grâce à la recherche que nous avons obtenu ces résultats. Elle avance très très vite et nous apporte vraiment des résultats clés. Donc c'est essentiel d'avoir ces données pour nous. Donc, un autre exemple afin de faire avancer la protection phytosanitaire, le cuivre, c'est vraiment un problème au sein de l'agriculture biologique. Donc, nous devons le substituer à moyen ou à long terme. Et ici, j'ai un exemple avec un arbre. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'activités. Et nous essayons vraiment de développer afin que cet extrait de cet arbre puisse être utile au sein de l'agriculture biologique. Donc, quel est l'avenir pour l'agriculture? Et je pense que nous regorgeons de potentiel encore. Il y aura donc ces cultures associées, comme je vous ai parlé, ou bien vraiment d'avoir différentes cultures et de profiter de la diversité. Et peut-être que grâce à la precision farming, donc la mécanique, nous pouvons vraiment nous améliorer dans ce domaine afin de favoriser l'environnement pour les organismes utiles. Donc, dans quelle direction souhaitons-nous nous rendre ? Donc, de notre point de vue, et donc je pense que c'est clair, nous aimerons nous étendre et continuer à développer l'agriculture biologique. Nous avons des buts très ambitieux. Donc, nous aimerions penser à l'alimentation 2040. Donc, nous devons penser à ce que nous voulons atteindre d'ici là. Donc, nous aimerons établir des chaînes de valeur biologique régionales et justes. C'est un aspect tout à fait central. Nous aimerons continuer à augmenter notre productivité sans dommages collatéraux. Nous aimerons pouvoir relever les défis pour avoir une agriculture biologique à grande échelle. Il faut une logistique importante. Le smart farming également, donc c'est une nouvelle technologie. Nous devons pouvoir profiter de la technologie à disposition. Donc nous devons être plus résilients et plus forts contre le changement climatique et nous devons avoir une protection phytosanitaire biologique sans substances nocives. Ce qui est absolument essentiel et difficile, c'est d'avoir une agriculture biologique neutre pour le climat. Nous devons vraiment nous développer dans cette direction. L'agriculture bio doit être encouragée, nous devons vraiment la favoriser. Bien sûr, nous devons protéger notre eau potable, nous devons protéger nos sols également, la fertilité et bien sûr repenser notre manière
de transformer les produits, la protection animale, etc. Donc, comme vous le voyez, nous avons du pain sur la planche et je vais donc repasser la parole. Merci beaucoup pour cet excellent aperçu et c'est vrai qu'il y a du potentiel dans l'agriculture biologique. Et donc, si on reste dans ce domaine du potentiel, on en parle dans les initiatives, on dit toujours qu'il nous faut plus de fonds, plus de moyens financiers. Et toi, au sein de ta carrière, est-ce que si tu avais plus de moyens, qu'est-ce que tu aimerais rechercher? Ah, partout, je vais montrer. Le sujet est énorme. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et c'est vrai que voilà, j'ai travaillé de nombreuses années au sein de l'agriculture biologique et donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur que voilà, le cuivre, spinosate, que nous avancions dans ces domaines et trouvions des substituts. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir continuer ce débat. Je te prie de prendre place. Parce que nous allons passer à la pratique. Et ici, je vais passer la parole à Regula Bollinger-Fleury. Elle va nous parler de son travail depuis 35 ans dans la biodynamique, les principes de la biodynamie. Merci beaucoup, Daniel. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, depuis 35 ans, je travaille ici dans la région de Solaire avec mon mari et c'est vrai que j'ai une production biodynamique. Donc, nous essayons de regarder notre exploitation comme un organisme et c'est vrai qu'il faut que nous ayons des organes en bonne santé, qui ait une bonne corrélation. Donc tout d'abord, le sol avec ses micro-organismes. Ensuite, d'avoir vraiment des vaches en bonne santé qui nous fournit le lisier utile que nous transformons ensuite en compost et de nouveau qui renourrit nos sols. Un autre organe, bien sûr, nos chèvres, qui sont sur nos prairies, nos pâturages. Ensuite, nous avons également notre culture maraîchère. Nous pouvons vendre nos légumes à Soleure. Ensuite, les vergers, aussi pour la vente directe principalement. Et un autre organe, bien sûr, nous avons également une surface, une grande culture. Donc nous avons une association pour la cultivation des pommes. Donc mon mari s'occupe plutôt de ces pommes qui développent, ils font des recherches contre les pommes qui développent certaines résistances. Et il y a une autre association qui nous soutient dans nos travaux. Donc c'est vrai que voilà, c'était un bref aperçu de notre travail et de notre exploitation. Merci beaucoup, Regula. Est-ce que tu aimerais t'asseoir avec nous? Bien, donc nous allons encore aborder 2-3 points. Lucius, j'aimerais commencer avec toi. Donc cet aperçu que nous a donné Regula, est-ce que c'est typique en Suisse pour justement une exploitation biologique ou bien est-ce que c'est exceptionnel, c'est rare? Alors c'est vrai qu'il y a une grande diversité d'exploitations biologiques, donc il n'y a pas vraiment l'exploitation biologique typique. C'est vrai que nous avons une grande diversité. Mais c'est vrai que certaines font preuve d'immense innovation, de créativité. Et c'est vrai que dans la culture, ils sont plutôt précurseurs. Ils font vraiment le travail eux-mêmes, ils le financent eux-mêmes. Et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de passion. Et c'est vraiment magnifique de voir ce travail. Et cette exploitation est exemplaire et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec de telles exploitations. Donc merci. C'est que des compliments. Regula, est-ce que toi tu as des souhaits que tu aimerais adresser à la science? Est-ce qu'on pourrait améliorer la collaboration? Qu'est-ce que tu vois au sein de ton quotidien? Où aimerais-tu avoir de l'aide? J'ai l'impression qu'on me soutient vraiment bien et notamment l'Institut de recherche pour l'agriculture biologique. J'aimerais bien qu'on soutienne mieux ces projets, donc que le public et aussi les autorités publiques, la Confédération soutiennent mieux
ces projets parce que nous avons besoin de moyens financiers. Je pense que tu ne dois convaincre personne ici sur la scène ni à la maison. Mais ce qu'on entend souvent dans le cadre de ces votations, donc les pesticides libres de pesticides de synthèse, donc c'est le rôle des consommateurs. Donc nous l'avons entendu, Anna Schaffer l'a répété, c'est important d'avoir une consommation durable. Qu'en pensez-vous? Quel est le rôle des consommateurs? Quelles sont les limites? Alors oui, c'est vrai que les consommateurs ont un rôle clé, leur comportement est essentiel. C'est vrai que nous voulons un monde plus durable. Ça ne va pas fonctionner si tous les hommes et toutes les femmes continuent ainsi. L'agriculture doit être tout de même durable. Et donc c'est vrai que le comportement des consommateurs est essentiel d'une part. Plus de consommateurs profitent, achètent des produits durables, ça a vraiment une grande force motrice. Et c'est vrai que les économistes disent que ceci ne suffit pas. Nous devons avoir des mesures d'accompagnement. Et c'est vrai que si on a des biens publics comme la biodiversité, la protection des nappes phréatiques, c'est vrai que c'est une tâche de la société. Et nous ne pouvons pas donner cette aide à une petite fraction de consommatrices et consommateurs qui s'intéressent à cette thématique. Et ce n'est pas juste et c'est vrai que ce ne sera pas suffisant. Donc il faut vraiment une transformation globale de l'agriculture et c'est une tâche de la société. Regula, qu'en penses-tu? Toi, tu as cette vente directe, donc tu as cet échange avec les acheteurs et acheteuses. Où penses-tu qu'il y a encore du potentiel? Je suis tout à fait d'accord avec Lucius Tam. Il a mentionné les faits qui sont très importants. Moi, je vis un peu dans ma bulle. Mes consommateurs et consommatrices consomment de manière durable et consciente. Ils viennent sciemment chez moi. Donc, ce sont des clients fidèles. Mais je crois que c'est important que tout le monde y ait accès. Je constate que nous ne pouvons pas continuer avec ce problème de la différence des salaires. Chacun, chacune a le droit d'une alimentation saine. Et ce n'est pas juste que la pression du prix soit endommage l'agriculture biologique. Donc merci. C'est aussi l'avis de Biovision. Donc nous voyons que c'est un système global. Nous devons vraiment regarder l'aperçu dans son entité. Donc mis à part la consommation, quels sont vos souhaits à la politique, aux conditions cadres? Où est-ce que vous aimeriez avoir du soutien? Lucius, est-ce que tu aimerais commencer? Oui, donc cette transformation de l'agriculture. C'est vrai que les problèmes sont graves, donc nous perdons la biodiversité. Donc c'est vraiment, nous ne pouvons pas juste rester là les bras croisés. Nous avons besoin de cette transformation. C'est vraiment un défi colossal. Et c'est vraiment comme le tournant de l'énergie, donc c'est vraiment essentiel et ça va coûter. Ce n'est pas gratuit et ça va prendre du temps, c'est vrai. Et c'est vrai que si nous voulons vraiment nous mettre à la tâche, nous avons besoin de la politique. Il faut que la politique reconnaisse qu'il y a besoin d'agir. Et ensuite, il faut tracer des solutions, créer des solutions possibles. Parce que si nous souhaitons transformer l'agriculture, nous pouvons le faire qu'avec l'aide des agriculteurs et agricultrices, c'est que le monde des paysans, sinon nous ne pouvons pas avancer. Et c'est vrai que nous n'allons pas réussir si tous les coûts, tous les efforts sont d'un seul côté. Et c'est toujours l'agriculture qui paye au final. Donc c'est vrai que c'est une tâche de la société, de toute la société, et il faut vraiment que ce message soit compris. Regula, je pense que toi aussi tu vois que le chemin est long, qu'il est compliqué pour avoir vraiment une alimentation saine et durable.
Alors, les aliments, l'alimentation nous concerne tous et toutes et je souhaite que nous comprenions maintenant qu'il y a urgence, que nous devons agir maintenant et je suis étonnée que le plan agricole 2022 a été reporté alors qu'il y avait des approches qu'on pouvait entamer. Il y a la politique agricole donc 2022 qui a été reportée et donc on est un peu ici en suspens, mais j'espère que bientôt ils vont agir. Merci Lucius Tam et Regula Bolliger-Fleury pour votre conversation et maintenant pour conclure cette journée, je invite Frank Ayhorn sur scène et je te repasse aussi les tomates. Merci beaucoup, Daniel Langmeier. Les tomates ont souffert un peu pendant le voyage et je ne sais pas si vraiment je veux les manger encore. Nous avons vu que nous devons agir. Le problème est énorme et si nous souhaitons qu'à l'avenir, les pesticides ne soient plus sur toutes les lèvres, nous devons agir. Il existe des alternatives qui sont applicables, qui sont nécessaires et nous devons investir dans la recherche, dans la formation, nous devons vraiment diffuser ce savoir-faire. Mais nous avons besoin aussi d'une volonté politique et d'une prise de conscience. Nous tous et toutes, nous mangeons. Et notre comportement en tant que consommateurs et consommatrices, en tant que citoyens, citoyennes, nous construisons l'avenir et nous décidons aussi ce qui finira sur nos assiettes et comment ces denrées alimentaires sont produits. Nous avons touché plusieurs sujets compliqués et j'espère que cela vous a donné quelques pistes. C'est un plaisir de savoir qu'il y a presque 700 personnes qui ont participé à cet événement. Si cet événement vous a plu, si ça vous a intéressé, vous pouvez le dire à vos amis ou votre famille parce que nous mettons à disposition l'enregistrement de ce colloque sur notre site web. Maintenant, il me reste que vous remercier. Tout d'abord, vous, nos participants ici sur scène, Regula Bolliger, Lucius Tam et Daniel Langmeier. Merci aussi à l'équipe de la technique de Jump TV. C'est vraiment un plaisir que tout se soit bien passé. Et merci à vous surtout, chers participants et participantes, chers publics, pour votre soutien depuis des années. Sans votre soutien, nous ne pourrions pas faire notre travail et Biovision n'existerait pas. J'espère vraiment du cœur que nous pourrons nous revoir de manière physique, personnelle, au plus tard le 20 novembre à Zurich au Volkshaus pour notre symposium. Jusqu'à là, restez en bonne santé et continuez votre engagement. Nous le faisons aussi.